de l'importance de la formation, c'est peut-être 5 à 6 emplois derrière, de la formation de ces travailleurs de l'industrie en permanence. Et puis dans les services publics, dans les services à la personne, dans la recherche, dans la conception des objets, tout ça c'est des services fondamentaux dans la compréhension des besoins, dans la culture. Il y a énormément d'emplois à créer. Tout cet ensemble, effectivement, c'est l'enjeu d'une nouvelle production, dans la reconception profonde, écologique de nos productions. Donc c'est tout un enjeu. Et ça m'amène à la chose que nous sommes les seuls à porter, cette question de l'enjeu politique de l'entreprise. Alors pas tout à fait les seuls, parce que Macron et sa bande, pour eux l'entreprise c'est très important, mais ils le cachent. Nous c'est la transformation de l'entreprise, et c'est fondamental. Comment peut-on changer nos modes de production et de consommation sans changer l'entreprise? C'est impossible. Donc c'est la grande chose importante. Et c'est donc une exigence de liberté, de démocratie et d'intervention avec une culture nouvelle. Alors, donc, troisième idée, ces objectifs sociaux sont au cœur de notre programme, ils sont déterminants. Comme je l'ai dit, la première proposition de notre programme, c'est une hausse générale des salaires et des minima sociaux. Le SMIC à 1 500 € net, 1 923 € brut. Les salaires de la fonction publique, plus 30% de point d'indice. Une égalité salariale femmes-hommes dès la première année. Sachant que l'égalité salariale femmes-hommes, c'est à salaire égal, travail égal, mais qu'il va y avoir tout un travail considérable à la fois culturel, dans les mentalités, mais plus profond encore, pour que les femmes occupent des postes de responsabilité équivalents, ou des postes de qualification équivalents à ceux des hommes. Parce que l'essentiel de l'inégalité salariale homme-femme, elle est surtout sur le fait qu'elles n'ont pas les mêmes postes que les hommes. Et donc ça demande un énorme effort de notre société. Donc égalité salariale femmes-hommes, et une hausse des... Alors, parce que si le SMIC augmente, on va smicardiser tout le monde. Les infirmières vont devenir smicardes, etc. Donc nous voulons augmenter le premier niveau de chaque grille de qualification. C'est-à-dire augmenter l'ensemble des salaires. Par le bas de chaque grille de qualification. Donc, salaire. Deuxièmement, stopper les plans de licenciement et de suppression d'emplois en examinant et en engageant des alternatives. Et troisièmement, embaucher dans les services publics. Au total, hôpital, EHPAD, éducation nationale, recherche, justice, police, énergie, ça fait 500 000 emplois dans les services publics dès les 2 premières années. Et probablement, je pense que si les choses s'engagent, ça fera plus. Et vous avez vu que c'est plébiscité comme proposition, ça, par les gens. Et nous avons une logique. Nous avons, je pense, le seul, peut-être avec les néolibéraux, ce sont les 2 seuls programmes cohérents avec les moyens à l'appui de nos propositions. Donc les services publics, 500 000 emplois dans les services publics tels qu'on les connaît, mais aussi développement de la sécurité sociale, qui est un service public. Développement de la sécurité sociale sur la base de la cotisation sociale, comme je l'ai dit, et non pas de la CSG. La cotisation sociale avec un accès du soin à toutes et à tous. Mais dans la protection sociale, il y a aussi la retraite, que nous on veut passer à 60 ans, voire moins pour les métiers pénibles, et ceux qui ont commencé tôt, les carrières courtes. Et troisièmement, on veut, et c'est important, je lui fais une spéciale dédicace si vous voulez, on veut développer et muscler un véritable service public de l'emploi et de la formation, unifié, auquel on confie une mission de sécurisation et d'appui des travailleurs et des travailleuses, en augmentant énormément la formation et ses moyens, bien sûr. Enfin, nous voulons changer les choses dans les entreprises, avec, et ça c'est la proposition numéro 3 et numéro 4, des pouvoirs des salariés dans toutes les entreprises, des pouvoirs de contre-proposition, pas seulement une participation à ce qui se fait, mais que les salariés puissent arriver avec d'autres propositions en disant « mais voilà nos propositions ». Et il faut toujours des moyens à l'appui de propositions. Et à l'appui de ces... Parce que souvent on fait des propositions, et puis des directeurs d'entreprise peuvent dire « ok, mais vous faites ça avec quoi ?» Vous avez vu, 1336, il a fallu qu'ils aillent voir les banques, etc. Hein. C'est compliqué. Ou bien Gardanne, on leur dit « ah ben non, votre projet, il est trop cher ». Et donc, il faut pouvoir avoir d'autres argent que les actionnaires. Et pas aller sans cesse
dans une lutte, c'est normal, mais quand on change les choses, on va faire autre chose, pas aller sans cesse chercher un repreneur. Un repreneur, c'est chercher un capitaliste gentil. C'est ce qu'on fait dans une lutte quand on est adossé au mur. Mais nous voulons que les travailleurs aient des contre-propositions appuyées par du crédit bancaire, un crédit public, parce que c'est notre argent à nous dans les banques qui en fait sert aux banques à faire du crédit. Donc, des contre-propositions appuyées par des moyens, c'est les propositions 3 et 4 du programme, et dans chaque territoire, jusqu'au niveau national, des conférences permanentes qui seraient créées par la loi sur l'emploi, la formation, la transformation productive. On examine les besoins, des engagements sont pris par les entreprises et les banques, des financements sont mis avec des leviers, on incite ou on pénalise si vous ne le faites pas, et quatrièmement, très important, un suivi démocratique. Est-ce que les engagements ont été suivis ou pas? Tout autre chose que ce qui est fait actuellement. Il faut donner cette ligne, non seulement pour la politique et les propositions, disons le vote politique, mais, vous voyez, quand il y a une bataille dans un lieu, dans un territoire, en fait, on fait une sorte de conférence permanente, transitoire, c'est-à-dire on crée un comité de mobilisation, on dit il faut qu'il y ait le patron, les banques, les préfets, peut-être les services publics, il faudrait de l'argent. Donc voilà, on essaie de systématiser ce qui se fait et de le mettre comme une boussole pour la politique et pour les luttes et pour la transformation de notre société. C'est une transformation en réalité institutionnelle, c'est une nouvelle institution dans notre société parce qu'il faut changer les choses. Nous n'acceptons pas l'état du monde. Alors je fais deux remarques. L'emploi et les services publics, l'expansion que nous voulons de l'emploi et des services publics, c'est au service de la vie, c'est le cœur de notre programme. Parce que c'est à la fois le moyen de créer des richesses nouvelles et de s'émanciper, parce qu'on aurait du temps. Si on crée vraiment beaucoup d'emplois, ça change tout à fait le contexte de travail. Il faut bien voir comment les deux choses vont ensemble et ne s'opposent pas. Macron d'ailleurs, vous avez vu ce qu'il propose? Il dit France travaille et tais-toi. Travailler, traverser la rue. Traverser la rue. Ouais. Mais là, il a réitéré, hein, il persévère, hein, parce qu'il dit, moi je vais supprimer Pôle emploi, et puis l'émission locale et 2-3 autres trucs, et je vais fondre ça dans France Travail. Mais moi, dans France Travail, j'entends France, virgule, travail, point d'exclamation. C'est-à-dire une injonction à travailler, comme si tous les gens étaient des flemmards. Mais il faut dénoncer ça, c'est pas admissible. Du travail, il y en a par-dessus la tête, c'est pas le travail qui manque. Ceux qui ont un emploi, ils en ont par-dessus la tête, ils n'en peuvent plus. Ils fuient même l'emploi. On n'arrive plus à recruter dans l'hôpital. En tout cas, on a plus de mal à recruter à l'hôpital. Et pour les autres, justement, ils voudraient un travail, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils voudraient bien travailler, mais ils n'ont pas d'emploi. Et il faut une formation, souvent. D'ailleurs, on a bien vu, les infirmières, les infirmiers, il faut une formation. C'est pas comme ça. Et si on avait engagé les plans il y a 2 ans, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Donc cette question de l'emploi, de la formation et du revenu qui va avec, du salaire, elle est fondamentale. Elle peut transformer les choses. Alors lui, au mieux, je vais le prendre du bon côté, Macron. Il prétend fluidifier les choses, ce serait juste un problème d'ajustement. Voilà, vous ne prenez pas les bons boulots, etc. Mais il y a un volume d'emploi qui manque partout. Il y a 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs, c'est pas de l'ajustement, comme ils disent. D'ailleurs, les projections de retraite projettent un taux de chômage de 7% pendant 50 ans. 7%, c'est 4 millions de chômeurs. Pendant 50 ans. Non mais ils sont fous. Ils sont fous. Voilà à quoi ils veulent habituer les gens. Et ils appellent ça le plein emploi. Oui, c'est ça qu'ils appellent le plein emploi. Et en même temps, non seulement on ne crée pas assez d'emplois, mais on en supprime. J'étais à la Seine, à la CNIM, ils suppriment les emplois. Alstom, à Belfort, ils suppriment les emplois. Les fonderies dans toute la France, ils suppriment les emplois. Airbus, qui a reçu des milliards d'aides, supprime 4 000 emplois. Plus exactement, ils en ont supprimé 10 000, ils en rembauchent 6 000. Donc 10 moins 6, ça fait moins 4. 4 000 emplois supprimés. Alors qu'ils font un record de profit depuis leur existence. Renault, même chose, etc. On pourrait faire toute la liste. J'ai dit au mieux parce que je voulais être gentil d'abord. Mais au pire, en réalité, on veut forcer les gens au travail. À prendre n'importe quel travail. Travailler plus longtemps d'abord, en allongeant l'âge de la retraite à 65 ans. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils vont surtout être au chômage plus longtemps. Ah, c'est ça. Parce que ça coûte moins cher au patron. Bon. Et en plus, quand ils vont arriver à l'âge de la retraite, ils seront déjà encore plus cassés que d'habitude, puisque l'âge, l'espérance de vie en bonne santé, mesurée par l'INSEE, c'est 62 ans. Eh oui. Donc, ils veulent
Macron, conditionner le RSA à une activité, à un travail, au lieu de se dire il faut former les gens, il faut les appuyer, au contraire. Nous prenons vraiment au sérieux le travail, c'est-à-dire on veut donner les moyens au travail de s'effectuer. C'est très différent de dire travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est la droite. Et pour les chômeurs, il veut moduler. Alors vous savez, nous on avait avancé l'idée de moduler, mais pour les entreprises. C'est-à-dire taper plus fort en cotisation sociale pour les entreprises qui suppriment des emplois. Eh bien oui, les entreprises, elles payent des cotisations sociales sur la santé, pour les retraites, et pour le chômage aussi. Et celles qui suppriment les emplois, elles ont une base plus faible, elles paieraient moins. Non. Donc on va dire, celles qui suppriment les emplois, on leur monte le taux. Les autres, elles continuent à payer. Et puis, les autres, mais par contre, celles qui suppriment l'emploi, on leur monte le taux. Donc nous, on avait cette modulation. Ils détournent l'idée de modulation parce qu'elle progresse dans les consciences. Il faut voir, il faut avoir confiance, elle progresse. Mais ils détournent parce qu'ils ont les médias. Et ils disent, on veut moduler l'aide aux chômeurs. Et suivant que la conjoncture est bonne ou pas bonne, on va garder les chômeurs plus longtemps, on va leur mettre un coup de pied au cul, retourne travailler, toi. Bah, il ne dit pas comme ça, hein, bien sûr, vous m'avez compris. Mais c'est ça le fond des choses, c'est ça, et le fond du pantalon, il sera dans le même état. C'est comme ça. Accepter n'importe quel boulot au plus vite. Eh bien, n'importe quel boulot au plus vite, on n'arrive pas à construire l'hôpital de demain. On n'arrive pas à construire la transition écologique de demain, dont il nous rabat les oreilles. Parce que pour nous, le social et l'emploi, c'est pas la conséquence sympa de l'écologie. Il faut faire de l'écologie et être sympa avec les prolos qui puent la sueur. Non. Nous pensons que la créativité des femmes et des hommes, ce qu'ils vont inventer, ce qu'ils vont faire, c'est ça qui va faire les solutions écologiques. Donc que le social, c'est le moteur de l'écologie. Mais on est les seuls à le dire, ça. Enfin, comme force politique. Il y a plein de gens qui le pensent, bien évidemment. Donc, et puis éventuellement, Macron, ah oui, si ça, oui, ce qu'il veut, c'est du coup, tout ça, pourquoi il le fait? Pour payer McKinsey ou les banques. Mais oui, pour payer le capital. McKinsey, c'est la petite écume, mais l'écume, c'est ce qu'on voit souvent et c'est important. C'est l'écume de ce qu'on paye au capital. C'est tous ses copains qui sont McKinsey. Et les banques, il y a d'ailleurs Rothschild, où il a travaillé longtemps. Vous avez vu que Rothschild, on le savait, hein, on s'en doutait depuis 5 ans. Il le paye, mais dans un endroit, un paradis fiscal, pour que ça ne se voit pas. En plus. Parce qu'il prétend qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Vous n'avez pas vu ça? Ah non, j'ai pas vu. Ben bien sûr, bien sûr. Il prétend qu'il n'a pas un gros patrimoine. C'est normal, tout est porté. Une partie est portée par Brigitte. Brigitte. Comme dit Henri Salvador, il y a un sketch d'Henri Salvador sur Brigitte et Henri Salvador et Jean-Yann. Mais, en plus, il a quand même été banquier chez Rothschild. Donc il a touché du pognon. Donc il le cache. Enfin, c'est pas possible qu'il ait aussi peu. C'est impossible. Ah ben, bien sûr, il trouve chez ça dans une trustee, un trust, si vous voulez, un montage financier dans des îles, je ne sais plus lesquelles, qu'on est en train de mettre à jour. Bah, il est dépassé, lui, là. Bon, de toute façon, puisque je vois qu'il y a des informations que j'ai et que vous n'avez pas, Ah non. pour sa première campagne, le lieu de siège de sa campagne, pendant 1 mois, c'était le domicile de Claude Bébéard, qu'on appelle le parrain du capitalisme français, l'ancien PDG d'AXA. Puis dès que c'est sorti, il a changé de QG de campagne, évidemment. Donc, eux, ils veulent payer McKinsey, les banques et les capitales, bien sûr. BlackRock. Le capital, vous savez, c'est pas seulement tel ou tel patron, Bolloré ou ça. Ça, c'est pour un peu amuser la galerie. Le capital, BlackRock, ils ont 8 000 milliards d'euros. 3 fois le PIB de la France, ils gèrent. 3 fois la richesse créée en France. C'est quoi ça? 8 000 milliards d'euros. BlackRock, c'est un fonds d'investissement américain qui investit partout en disant, il ne regarde pas ce que c'est. Il regarde, enfin s'il regarde, mais pas le réel de ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça rapporte 8% ou 2%? I want my money back. Je veux que l'argent me revienne. 10% c'est bon. 5% c'est pas bon. Ah merde, c'était les trains, je m'en fous. Ah, le pétrole, 12%, super. C'est comme ça que ça résonne. Et il faut des calculs compliqués, avec des gens savants et tout. Donc des compétences dont on pourra avoir besoin pour autre chose, évidemment. Mais ils font ça. BlackRock, c'est énorme. 8 000 milliards. Tu vois la puissance de frappe? Si nous on avait un fonds de pension à 200 milliards, déjà, on pourrait transformer les montagnes. Renverser les montagnes, je sais plus comment on dit. Déplacer les montagnes. Donc, pardon, vous m'entendez mieux si je suis pas trop près du micro, hein. Ça va comme ça? Oui, ça va. Bon, de toute façon, j'ai un peu de voix. Donc, nous, au contraire, on veut appuyer les gens, les sécuriser et surtout créer des emplois.
créer des emplois, aussi bien, j'insiste, dans les services publics que dans les entreprises. Toujours les deux. Toujours les deux. Macron, lui, j'insiste, il oppose le travail et l'emploi. Nous, on dit il faut créer des emplois, on ne dit pas seulement du travail. Pourquoi? Parce que l'emploi, ce n'est pas que du travail. L'emploi, c'est un statut. L'emploi, c'est une situation dans un collectif pour coopérer à une activité de production de services ou de production matérielle. Donc pour un but commun. C'est ça l'emploi. C'est toute une organisation. L'emploi, c'est des protections. L'emploi, c'est un salaire. C'est-à-dire tout un ensemble de dispositions qui permet de donner au travail humain sa pleine capacité créatrice. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les machines peuvent démultiplier cette capacité créatrice de travail humain, donc appuyer les êtres humains, mais on utilise les machines pour virer les êtres humains, les remplacer, et ça ne marche pas leur affaire. C'est-à-dire, ça marche à peine, c'est comme si on freinait, qu'on avait accéléré en même temps. Ça nous met dans le marasme. Et ça plonge, au moins pour les pays capitalistes, ça nous met dans le marasme, et ça plonge la planète dans une crise effroyable. Macron, lui, il compte sur l'obligation des chômeurs, sur le marché, et puis il cache le patron, le capital. Il pense que la richesse va se créer toute seule. On met du capital, ça fait de l'argent. Bah oui, il travaille tout seul, l'argent. Nous, on parle plutôt de l'argent qui dort. C'est pas la même chose. Donc Macron veut obliger à prendre n'importe quel travail et à travailler plus pour autant, voire pour moins. Macron, il est pour les patrons. Alors vous me direz, il faudra ajouter des choses, Fred. La pleine efficacité du travail humain, c'est aussi le sens du travail, l'élaboration des projets. Je dirais oui, et je dis oui. C'est-à-dire qu'il faut aussi des droits et des pouvoirs d'intervention, de construction, de conception de ce qu'on va faire. Comme j'ai parlé des conférences permanentes. C'est-à-dire, le cœur de notre programme, c'est développer des emplois, non pas pour travailler toute la vie, pour se libérer, pour faire d'autres productions et pour avoir plus de temps. Et pour ça, il faut embaucher, donc il va falloir de l'argent pour embaucher. Il faut que les gens décident de ce qu'ils font. Donc il faut donner un sens, des droits et des pouvoirs. Et il faut une formation. Donc des avances pour former. Ça c'est important. C'est décisif. Partout, partout. Regardez les soudeurs. Je vais vous prendre l'exemple des soudeurs. Dans le nucléaire, par exemple, vous connaissez cette histoire de l'EPR. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que l'EPR va être fini. Au départ, il devait coûter 3 milliards. Il va coûter 13 milliards, 10 de plus. Pour l'instant. Hein. L'essentiel, je résume. L'essentiel des problèmes. 1. Des fissures dans le béton. 2. La cuve qui est mal faite. Qu'est-ce que c'est derrière? En réalité, c'est des économies bout de chandelle sur le travail et la formation. Les fissures dans le béton, c'est des sous-traitances en cascade. L'organisation pour faire baisser à fond le coût du travail. Et les cuves, je vais vite, c'est le problème de soudeur, soudure, vérification, peu de formation de soudeur. C'est énorme. Ils font des économies bout de chandelle pour que ça coûte beaucoup plus. Alors il y a une logique. Ce coût, c'est 10 milliards de plus, ils vont à Bouygues qui fait du béton. Donc ça rapporte à certains quand même. Il ne faut pas oublier. C'est complètement absurde. Il faut voir que dans leur folie, il y a une logique. Sinon, on ne croirait pas. Mais ça, c'est une chose que vous pouvez dire aux gens. Vous voyez les économies de bout de chandelle parce que ce système, il fonctionne à l'envers. Et, ça, je peux vous le dire, mais je vous le dis là pour que vous compreniez bien la logique. Il y a un an, en mars 2021, on est en 22, mars 2021, ils ont réuni un comité stratégique de filière du nucléaire, en disant, il y a 5 métiers où il n'y a pas assez de gens formés. Électrotechnicien de vanne, soudeur, chaudronnier, et puis 2 autres, j'ai oublié. On va faire un effort énorme. Pour ces 5 métiers, on va faire 50 places, donc 10 places par métier. C'est ça ce qu'ils appellent les normes. 10 places par métier, vous pouvez aller voir sur le site. À 600 € par mois pendant 3 ans, une formation. C'est une misère. Donc vous pouvez faire le calcul, ça fait à peu près 50 000 €. La même décision en même temps, ils mettent dans la même filière 50 millions pour le capital. 1000 fois plus pour le capital. Et 50 millions, c'est rien. Mais ça vous montre l'échelle de valeur dans notre société. C'est exactement l'inverse qu'il faut pour que ça marche, notre société. Pour que ça marche. La formation, c'est décisif. À tous les niveaux, toutes sortes de formations. Initiales, continues, de reconversion, à tous les niveaux. Et il y a des luttes partout. Parce qu'on pourrait parler de l'hôpital, on en a parlé pour la formation. Mais aussi des aides à domicile qui ont énormément besoin de formation. Tout le monde à tous les niveaux.
Même les profs ont besoin de formation en permanence. Ouais. Enfin même, aussi bien les profs, tout le monde. Garage Renault par exemple, il me dit, moi pour rester Renault, chaque modèle change, en plus il y a l'électronique, etc. J'ai 2 personnes qui sont 1 mois en formation chez Renault chaque année. Donc 2 mois de salaire, formation, ils ne produisent pas. Donc ça coûte la formation, c'est nécessaire et c'est bon, ça peut être... Voilà. Donc on ne voit pas, et toutes les luttes qu'il y a sur la formation. Donc emploi et formation dans une sécurité, ben nous, parce que nous disions il faut un bon revenu. Ça ne marche pas si les gens n'ont pas un bon revenu. Si on ne maintient pas leur revenu, comment on va aller en formation si on dit je vais me couper un bras avant d'aller en formation? Ou je vais tirer le diable par la queue? Et même par exemple pour les femmes quand elles vont en formation, des fois ça peut être épéta ou schnock, et vu le partage des tâches ou vu les familles monoparentales, il faut tout un accompagnement pour permettre ces formations. Or il y a besoin qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Il y a besoin de formation. Sans compter même les formations générales pour comprendre les débats dans la société et pour comprendre ce qu'il faudrait faire dans la société, c'est très important. Donc, oui, il faut une sécurité d'emploi ou de formation. Un emploi ou une formation débouchant sur un meilleur emploi. C'est ça l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation. C'est pas qu'on va rester, tu vas rester dans l'emploi et on va tenir ton emploi tout le temps. Non, non. C'est dire, effectivement, les femmes et les hommes, c'est la ressource précieuse. C'est la ressource stratégique, on va la garder. Il y a des difficultés, c'est pas grave. On va changer, on peut jeter le capital, on peut faire autrement. Mais vous, on va vous garder, on va faire autrement. On va engager des formations, des recherches, on va faire d'autres productions, tu vas évoluer dans ton métier. Donc, on garde les gens, mais ils vont bouger dans la vie. Et puis ils vont avoir envie de bouger. C'est aussi un droit de mobilité, un droit à changer, un droit de se tromper, un droit au milieu de sa vie de pouvoir dire je vais faire 2 ou 3 ans une formation pour changer de métier. Ou bien je vais approfondir et je vais grimper dans le même domaine, étendre mes connaissances, étendre mon action, étendre mon activité. C'est ça une sécurité d'emploi et de formation. Soit un emploi, soit une formation rémunérée, débouchant sur un emploi. Parce que leur vision de la concurrence, c'est on te forme, maintenant démerde-toi. On dit, c'est pas, on va pas faire des chèques cadeaux. Ça, c'est Macron qui fait des chèques cadeaux. D'ailleurs, on voit bien, c'est complet. Ça tient pas la route, ces chèques cadeaux. Sur le machin, sur le truc, sur le jazz, enfin, ça tient pas. Mais pas des rustines non plus. En essayant de bloquer tel prix. D'ailleurs, bloquer tel prix, ça peut être bloquer la marge de Carrefour et puis continuer à écraser le producteur de blé ou de lait. Il faut. Eux, ils proposent aussi un système du genre RSA++. Qu'est-ce que c'est le RSA++? Ou toute leur méthode à eux? C'est les salariés payent pour les autres salariés. C'est ça en fait. Et le patron, il ne paiera pas. Ah ben non, ça va pas. Parce qu'on a créé des richesses pour le patron. Enfin, on a créé des richesses et le patron se les garde pour lui, plus exactement. C'est pas normal. Donc, il faut effectivement des salaires. C'est fondamental. Nous, on dit ça, il faut asseoir donc le pouvoir d'achat sur la création de richesses. C'est ça qui va sécuriser les richesses et le pouvoir d'achat. C'est la création de richesses nouvelles. Alors, soit la création de richesses nouvelles qui vont venir, soit on va avancer ces richesses. Le crédit, vous savez, le quoi qu'il en coûte. On fait des avances. Oui. Si ces avances, on sait qu'elles vont créer des richesses, ça va marcher. Vous savez, il ne faut pas avoir peur du crédit, c'est comme la marche en avant. Je fais un pas en avant, je me lance, j'ai perdu un peu d'énergie, etc. Bon, c'est une avance. Mais avec le pas suivant, je vais rattraper. Donc si je fais une avance et que je rattrape avec la production, ça marche. Donc l'important, c'est pas de dire, ouh, attention, si je me lève le matin, je mets mon pied dans un trou, je glisse sur une peau de banane, je fais un pas trop grand, etc. Non, non, ça ne doit pas m'empêcher de marcher. Je marche, je fais le premier pas, je fais une avance. Et la question c'est, où est-ce que je fais le deuxième pas? Quelle richesse je vais créer? Où? Comment? Pas trop? Est-ce que la jambe va être solide? Est-ce que l'appareil de production est solide? Etc. Donc vous voyez, j'essaie de prendre une image qui fait sens parce qu'on a tous un corps. Les avances, elles sont fondamentales parce que avant de produire, je n'ai pas produit. Et avant de produire, il faut que je sois formé. Avant de produire, il faut peut-être même construire les écoles, il faut investir, il faut des avances. Et c'est par la production qu'on va rattraper ça. Mais eux, ils font des avances pour le capital et pour le profit, et puis pour garder un peu les gens au frigo, parce qu'ils sont prêts à dépenser un peu pour la paix sociale, entre guillemets. Mais sans la production. Et donc derrière, ça ne marche pas. On a toute l'inflation. Ils pleurent sur l'inflation.
Mais c'est essentiellement parce que les chaînes de production sont complètement désorganisées. Les chaînes d'activité sont désorganisées. Voilà. Donc, nous disons salaire ou revenu de formation. Et minima sociaux, bien sûr. Mais dans les revenus de formation, nous proposons pour les jeunes un revenu étudiant pour que les étudiants, justement, n'aient pas à devoir, en même temps qu'ils étudient, à travailler pour pouvoir étudier. S'ils veulent travailler, ils peuvent, bien sûr, s'ils veulent avoir une expérience, etc. Mais pas qu'ils soient obligés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et on veut aussi, ça ne suffira pas, on veut un peu démarchandiser aussi la vie des étudiants en développant les services publics de cités universitaires, de restaurants universitaires, de sport, etc. Donc, il y a tout un ensemble. Et d'ailleurs, nous disons revenu étudiant pour tous les étudiants. Que ce soit le fils de Bolloré ou la fille d'un chômeur. Bien sûr, ils ont tous le droit. Et un revenu étudiant, un peu plus pour ceux qui ont dans une situation sociale difficile, mais tous ont le droit, parce que c'est aussi un revenu d'autonomie. Et puis Bolloré lui paiera par ses impôts, ou par ses cotisations sociales. Il paiera beaucoup plus en réalité. Mieux. Bien sûr. Mais chaque jeune, il ne doit pas payer, il ne doit pas supporter le poids de ses parents. Donc c'est aussi une vision d'émancipation. Mais c'est l'idée que la formation, c'est digne, c'est noble. Il faut pouvoir permettre ça, et pouvoir permettre aux gens de se développer. Alors, tout ça, ça exige des transformations profondes. Et il ne suffit pas de dire on va faire ces choses-là sans dire quelle transformation on va faire. Et c'est là la cohérence de notre programme. Et ces transformations, pourquoi on ne les fait pas? Je l'ai dit déjà, mais je le redis. C'est parce qu'il y a un adversaire, un obstacle, c'est le capital. Lui, il veut son argent, lui. Lui, c'est comme un vampire qui va pomper tout. C'est un dragon qui va pomper, on ne peut pas le calmer en lui disant un peu d'argent. Non, il veut pomper, pomper, pomper tout le temps. C'est ça. C'est un obstacle, c'est un adversaire. C'est quoi? C'est un coût, c'est des pouvoirs, et c'est une logique. La logique, c'est qu'il faut toujours l'argent. Vous voyez, par exemple, une machine, c'est pas forcément du capital. C'est un petit moment théorique. Une machine, c'est pas forcément du capital. Une machine, si je la considère comme quelque chose, un objet qui va me permettre de créer des nouvelles choses et de nouveaux objets, c'est un équipement, c'est pas du capital. Par contre, si je la considère comme une valeur qui vaut 100 et qui va me ramener 20, pour que j'ai 120, là c'est du capital. Donc quand je ramène ma machine à de l'argent pour faire de l'argent, c'est du capital. Quand je ramène ma maison à quelque chose qui a une valeur d'usage, qui est un endroit pour être habité, pour y vivre, pour me fournir un service de logement, c'est pas du capital. On veut nous faire croire que c'est du capital pour nous dire que le capital est indépassable. Non. Par contre, quand ma maison, je ne la pense uniquement comme quelque chose qui va me faire une plus-value, quand je vais la revendre, là c'est du capital. Mais vous voyez bien, ils appellent tout capital pour vous dire « Ah, voyez, toute notre vie, pour l'éternité, il faudra considérer que tout est capital. » Mais non. Si on regarde dans... Et donc, ils vont même nous faire considérer les êtres humains comme du capital. Ah bon? Ben oui. Mais si on regarde ce que ça peut faire comme réel, comme usage, c'est tout autre chose que de ramener tout à de l'argent pour faire plus d'argent. Vous voyez, c'est pas notre but, c'est pas notre conception. Donc on peut dépasser ça. Donc ça, c'est leur vision à eux. Et, comment dire, ils ont mis pourtant beaucoup d'argent. Vous voyez, pendant les 2 années de pandémie, la Banque Centrale Européenne a mis 290 milliards. Le budget de l'État, c'est 300. Donc 290, c'est à peu près 300. Ils ont mis la Banque Centrale Européenne, pardon, pas le budget, les recettes de l'État. L'État a 300 de recettes et dépense 400. Et bien la Banque Centrale Européenne a rajouté 300 milliards, 290, pendant les 2 ans. C'est énorme. Mais c'est allé, on ne l'a pas vu arriver à l'hôpital, quasiment pas. C'est allé essentiellement, pas seulement aux entreprises. Dans les entreprises, c'est allé au capital. Très peu au salaire. Je vous ai dit, Airbus, des milliards, licenciements. Renault, des milliards, licenciements. Etc. etc. Thales, des milliards, licenciements. Ou des milliards, je rachète le voisin, et puis je comprime les coûts. Donc, ils ont mis 290 milliards dans l'État, et les banques elles-mêmes ont prêté 160 milliards de plus encore. Donc, c'est tout cet argent-là qui ruisselle vers le capital, et qu'on veut faire. Nous, on veut mettre un aiguillage, on veut faire cela, ça autrement. Mais l'aiguillage, c'est une idée de ce qu'il faut faire, donc une logique, une culture, mais c'est des pouvoirs. Et c'est légitime, parce que cet argent, la Banque Centrale Européenne, c'est l'argent de tous les Européens, c'est de l'argent public, c'est une institution européenne, c'est une institution publique, pardon, la Banque Centrale Européenne.
Et l'argent des banques, c'est notre argent à tous qui est dans les banques. Essentiellement l'argent des salariés et des retraités, et qui est reprêté. Et donc on veut nationaliser les banques pour qu'elles fassent un autre crédit. Mais le capital, donc c'est ce que veut nourrir Macron, mais c'est aussi ce que nient Le Pen et Zemmour. Eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent c'est pas le coût du capital, c'est le coût de l'immigré. C'est le coût même du voisin ou de l'autre qui est allocataire. Ils cachent le coût du capital. Ça n'existe pas. C'est toujours le voisin. Et donc c'est la guerre sociale entre tout le monde. Mais oui, fraude sociale, immigrés, etc., quelques millions. Mais les 300 milliards et les 100 milliards, hein, ça circule dans leur réseau, mais pas de proposition politique dessus. C'est-à-dire, ça circule dans leur réseau pour capter ceux qui pourraient nous entendre, mais pas de proposition politique dessus. Donc nous, il faut venir là-dessus. Comme je disais, pendant la pandémie, ma chaudière est tombée en panne, le plombier Zingueur, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Vous êtes économiste, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de création monétaire, là, les milliards d'objectifs sociaux ?» Plus ou moins, sans voir des fois la radicalité, sans voir par exemple le lien profond entre social et écologie, sans voir le rôle de l'entreprise. Mais la bataille contre le capital, elle exige de la cohérence, et elle exige des pouvoirs. Et eux, ils attendent des entreprises, par exemple Mélenchon, ils attendent des entreprises et des patrons que ça se passe bien. Mais vous avez vu Mélenchon avec Roux de Bézieux à la télé? Ah non. Ah ben, il lui dit, ah voilà ce qu'on va faire, nous. On va faire des salaires, de la demande, etc. Et on attend que vous fassiez les choses, hein. Vous allez le faire. L'autre, il lui répond, nous, on va faire la grève d'investissement, on va faire voir. Et qu'est-ce que tu feras, toi? Ah on a la garantie d'emploi, l'État va embaucher les chômeurs. Ah ouais, l'ambulance pour l'État en plus. Et ça tient pas la route. C'est là où il y a un problème à gauche. Et si on continue avec ça, et si on renforce ça, on va encore plus dans le mur avec la gauche et on jette encore plus les gens dans l'extrême droite pour la suite. Donc c'est très important, c'est un vote très utile, le vote Roussel. J'insiste, c'est pas électoraliste, c'est pour toute la suite. Parce que effectivement, si vous voulez, de façon économique, ils mettent de la demande. Ça c'est aussi bien Jadot que Mélenchon, que comment elle s'appelle, Hidalgo. Ah, Hidalgo. Ils disent on va faire des revenus, de la demande, des salaires sympas, plus ou moins sympas, c'est pas toujours très sympa, mais enfin, voilà, il y a un commun à gauche, on va dire. Mais est-ce que la production va suivre? Comme je vous ai dit, ça ne peut pas marcher si la production ne suit pas. Et donc on va se retrouver, pour ceux qui l'ont vécu, et je pense qu'on est assez nombreux à l'avoir vécu, comme en 81-82, où ça ne marche pas, les déficits augmentent, la production ne suit pas. Voire pire, en réalité. Il faut une nouvelle production en qualité, en quantité. Et ça, le cœur de ça, c'est créer les emplois, former les gens et diriger l'argent. Notre logique, donc, elle est simple. Et je conclus presque. Presque parce que j'ai une conclusion politique après, qui vous reposera plus. Notre logique, elle est simple. Un, donc, l'emploi et les services publics, qui permettent de répondre aux besoins tout de suite et de commencer à créer les richesses. D'accord? Pour cela, il faut de l'argent. Pour l'école, on ne dit pas de l'air du temps, l'emploi non plus. Donc on fait, un, des avances massives par la création monétaire, par les banques. Deux, on change tous les critères des aides publiques. Il y a quand même 100 à 200 milliards d'aides publiques. Aujourd'hui, le critère, c'est que les salaires soient bas, c'est de baisser le coût du travail. On change le critère, on met des critères écologiques et sociaux. Le critère, on va te mettre des aides si tu développes l'emploi et si tu économises les pollutions. Donc, avance monétaire par le crédit, on change les aides publiques, on prend sur les profits par une nouvelle fiscalité, par la bataille sur l'évasion fiscale. Et quatrièmement, on mutualise par les cotisations sociales entre les petites et les grandes entreprises, notamment pour la formation. Et donc, on oriente ça vers l'emploi et la formation. Mais ça ne suffit pas. Parce que, comme tu le dis, si on fait tout ça, ça peut quand même ruisseler pas au bon endroit. Et donc, on fait des réformes de structure. C'est ça notre logique. On fait des réformes de structure. On fait des nationalisations nouvelles, des nouvelles institutions, des nouvelles lois, des nouveaux traités. Nationalisation nouvelle, c'est-à-dire, en quoi elles sont nouvelles? Il y a des entreprises qui vont se trouver nouvellement nationalisées, mais elles sont nouvelles en contenu. C'est-à-dire des nationalisations qui sont des appropriations publiques et sociales où on donne des pouvoirs de décision aux travailleuses, aux travailleurs. C'est les propositions 115, 116, 117, 118. Dans l'industrie, par exemple, on nationaliserait Sanofi, Thales, Orange. Orange, c'est aussi Orange Thales, c'est toute la filière électronique. Thales, c'est aussi l'aspect militaire. Vous l'avez par ici. Mais on nationalise Sanofi aussi, ses médicaments, recherche, etc. Mais d'une autre façon.
Et on nationalise les banques. C'est-à-dire on crée un pôle public et financier pour faire un nouveau crédit. Alors j'ai vu, factuellement, on nationalise 2 banques. Mais en réalité, c'est les 2 seules banques qui restent. Donc on nationalise l'ensemble des banques parce qu'on change aussi le statut du crédit agricole et de toutes les banques mutualistes. Pour créer un pôle public bancaire, pourquoi un pôle? Parce qu'on ne va pas faire une seule grosse banque énorme avec toutes celles qui existent. On les fait marier ensemble dans un pôle public, et surtout pour un autre crédit, c'est-à-dire que l'argent, il serve à développer les femmes et les hommes et à développer de nouvelles productions. Et ça, c'est transversal pour appuyer les PME qui ne trouvent pas de crédit quand elles veulent se développer, qui trouvent du crédit quand elles veulent délocaliser. Donc, mais c'est aussi pour toutes les entreprises. On fait des nouvelles institutions, des conférences permanentes dont j'ai parlé, dans les territoires, c'est-à-dire des pouvoirs, on instaure par la loi des pouvoirs de concertation. Quels engagements sont pris pour emploi, formation, production nouvelle? Quel argent peut être mis et quels engagements sont pris par les entreprises? Et par la loi, on peut suivre le respect ou non de ces engagements. Et s'ils ne sont pas respectés, on remonte, on pénalise par exemple, on remonte le taux d'intérêt des banques, ou on met des sanctions. Et s'ils sont suivis, on va appuyer encore plus. 3, on fait une loi de sécurité d'emploi ou de formation. Donc le précédent, c'était la proposition numéro 5. Proposition numéro 6, on fait dès le début une loi de sécurité d'emploi ou de formation avec un nouveau service public de l'emploi et de la formation, comme je l'ai dit. Et 4, on engage des nouveaux traités internationaux. C'est très important. Des nouvelles relations internationales, on est en train de le voir là. Pas les relations qu'on a actuellement dans l'Union européenne. Mais changer ça, ça changera d'ailleurs l'Union européenne. Mais donc, au lieu du TAFTA, où le but c'est le maximum d'investissement international, donc de délocalisation, et le maximum d'exportation et d'importation, donc des délocalisations, non. Le but de nos traités, c'est le développement commun de l'emploi des 2 côtés. Et de l'environnement et de la santé. Donc on lance des nouveaux traités. On tend la main à ceux qui sont nos frères et nos sœurs dans tous les pays, pas seulement au gouvernement. On lance des nouveaux traités. Et nous voulons changer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fait que les brevets sont payants. Nous voulons une organisation de maîtrise des échanges pour le développement des biens communs. C'est dans notre programme. Donc une autre mondialisation économique. Et on voit bien à quel point c'est important avec cette histoire du gaz, du blé et des prix des produits de première nécessité, mais au-delà des prix des biens communs en fait de l'humanité. Et donc nous commençons par un fonds européen, comme je l'ai dit, pour la paix. Et jusqu'à la question du dollar. Elle est posée aujourd'hui. Vous avez vu le pétrole? Le pétrole, Poutine il dit non, on va le mettre en rouble et pas en dollars. Ouais. Mais alors quoi, on va faire le rouble contre le dollar, un impérialisme hyper puissant contre un impérialisme naissant, émergent qui est avec le capital oligarchique? Non, nous on ne va pas choisir ça, nous. On veut une monnaie commune mondiale. On le dit depuis 83, enfin Paul Bocara le dit depuis 83, il a dit à New Delhi, dans le quotidien des communistes de New Delhi, des communistes indiens à New Delhi, mais en 2009, après d'ailleurs un colloque en France avec Paul, le gouverneur de la Banque centrale de Chine a dit « Nous voulons une monnaie commune mondiale » au lieu de ce que fait actuellement le dollar et une réforme profonde du FMI. Donc ça fait une sacrée alliance, Chine, Inde, France, si vraiment on s'y mettait. Et il y a d'autres pays qui vont rentrer dans la danse. Bien sûr, il s'agit... Donc, et donc cette monnaie, elle servirait de facturation, mais aussi de développement des services publics et de l'emploi dans tous les pays. Donc on fait ce double choc de demande et d'offres efficaces nouvelles. Voilà un peu notre logique. Ça va améliorer les choses, ça va faire un apport aux gens, et au bout de 4 à 5 ans, nous créons 5 millions d'emplois nouveaux. C'est 650 milliards de richesses nouvelles qui sont créées, de PIB, si vous voulez. Et donc tout de suite, c'est une assiette de prélèvement beaucoup plus importante, et donc un allègement considérable des tensions, et une amélioration des déficits sociaux, de chômage, de retraite, tout ce que vous voulez. Vraiment une transformation profonde. Alors pour résumer, voyez, ces questions du pouvoir d'achat, ce n'est pas des chèques, des petits chèques cadeaux, c'est vraiment des transformations profondes que ça nécessite. Et le salaire, ce n'est pas simplement une récompense des gens parce qu'ils sont là. Non, c'est la contrepartie d'un résultat du travail, c'est-à-dire il faut soigner, prendre soin
plus exactement, de ce que peut donner le travail et l'inventivité humaine, les recherches aussi, toute la créativité. Donc, il faut donc une autre vision de l'emploi, une cohérence nouvelle et des réformes de structure, comme je l'ai dit. Excusez-moi. Pour maintenant et pour la suite. C'est-à-dire toute l'importance des batailles qui vont être menées. Surtout la suite, mais aussi aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on ancre la présence communiste, médiatiquement elle a commencé à s'ancrer, mais qu'on l'ancre dans le résultat électoral, que derrière, on peut mener une bataille législative, qu'on peut mener une bataille d'idées, ça va faire avancer les choses. Déjà, je voudrais souligner 3 choses que notre présence a pu permettre de faire venir. Cette question du pouvoir d'achat n'était qu'une question syndicale ou technique. Nous l'avons rendue une question politique. Et je crois l'avoir un peu montré, mais Fabien l'a montré aussi. Donc ça, c'est parce qu'on est présent. Nationalisation. On en est à parler de la nationalisation d'EDF, et même Macron se flatte de nationaliser le nucléaire en rachetant le General Electric aux Américains. Et pas de le nationaliser temporairement, mais durablement en disant qu'il faut maîtriser. Sans nous, sans notre bataille syndicale, politique, là-bas et en France, et sans notre bataille de campagne politique, ce ne serait pas vu dans le débat. Nous sommes déjà utiles dès maintenant. Et en fait, troisièmement, nous sommes utiles pour la gauche. Parce que notre présence montre qu'il y en a qui veulent à la fois une unité à gauche, nous ne sommes pas tout seuls, cette fois-ci d'autres nous ont rejoints, mais une unité à gauche pour changer la gauche, pour la fonder sur une nouvelle base. Et donc, une ouverture pour des transformations demain. Comme le dit Fabien, oui, la gauche gagnera. On ne sait pas quand, pas cette fois-ci, mais elle va gagner. Je vous remercie.